Bienvenue à tous les curieux. Dans l'histoire du cinéma, il existe bon nombre de films inachevés, pour diverses raisons, et la liste en serait pléthorique. I was afraid you'd misunderstand about that. Mais je pourrais tout de même vous citer plusieurs films d'Orson Welles, comme The Deep et Don Quichotte, mais aussi le Don Quichotte de Terry Gilliam, dont le tournage cauchemardesque donna lieu à l'excellent documentaire Lost in La Mancha, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, The Professor de Charlie Chaplin, ou encore Something Got to Give avec Marilyn Monroe. Et parmi eux, il arrive que certains deviennent tout simplement cultes, au point d'en annihiler le film parfois produit et terminé des années plus tard, car il se révèle finalement bien moins passionnant et intéressant que le projet initial, qui lui n'a pas pu voir le jour, souvent à cause d'un acharnement disproportionné de la fatalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Le Jeu de la mort version 1972. Pour la postérité, Le Jeu de la mort est le dernier film de Bruce Lee, une œuvre posthume achevée par Robert Clouse, le réalisateur d'Opération Dragon, et sorti en 1978, 5 ans après la mort du Petit Dragon. Et personne ne peut oublier la musique enlevée de John Barry, avec ses cuivres puissants et martiaux. Ni le générique très James Bondien du début, et encore moins la fameuse combinaison jaune à bande noire dont Quentin Tarantino a bien des années plus tard revêtu Uma Thurman dans Kill Bill. Car ce film avait tout pour devenir un must indétrônable si les producteurs ne l'avaient pas bricolé façon Frankenstein, en changeant totalement l'intrigue et en gardant seulement 10 petites minutes de scènes tournées par Bruce Lee, alors qu'il existait plus d'1 heure de rush, montrant une progression scénaristique, des personnages charismatiques et des combats intenses chorégraphiés à la perfection. Pourtant, plus de 40 décennies après ce gâchis honteux, il est enfin possible de connaître, grâce aux archives qui ont été dévoilées, la véritable histoire de ce film, avec l'intrigue originale et tous les détails voulus par Bruce Lee en personne. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Je ne vous ferai tout de même pas l'affront de revenir en détail sur la vie de Bruce Lee, car l'homme est un mythe et une légende ultra connue, et plusieurs films lui ont même été consacrés, notamment Dragon, l'histoire de Bruce Lee, adapté de la biographie écrite par sa veuve Linda en 1975, avec Jason Scott Lee dans le rôle principal, et réalisé par Rob Cohen. Bruce Lee a eu 2 enfants, Brandon né en 1965, devenu lui aussi acteur, ayant également connu un destin tragique, d'ailleurs je lui ai moi-même consacré une vidéo, et Shannon né en 1969, qui gère encore aujourd'hui l'héritage de son père. En 1971, il tourne Big Boss sous la direction de Lo Wai pour la Golden Harvest, et c'est un succès retentissant qui ouvre la voie royale à Bruce, qui enchaîne en incarnant le mythique Chen Zhen dans La Fureur de vaincre, un nouveau succès. Et dis-le, pourquoi tu as tué mon maître? Il réalise alors lui-même La Fureur du Dragon à Rome. Bruce Lee, c'est toi? C'est moi. Où il affronte Bob Wall puis Chuck Norris lors d'un combat dantesque au Colisée. Il commence ensuite à tourner son film le plus ambitieux, celui où il doit affronter plusieurs styles de combat et démontrer la supériorité de l'art martial qu'il a créé en s'inspirant des meilleurs éléments des styles qu'il a étudiés, tout en rejetant le superflu et l'inadapté au combat, le Jeet Kune Do. Ce film, c'est Le Jeu de la mort, ou en VO, Game of Death, et il tourne lui-même les scènes de combat principales, celles qui doivent l'amener à affronter les adversaires les plus coriaces, les derniers de la liste. Mais il doit interrompre le tournage, car les sirènes d'Hollywood retentissent, et la Warner Bros souhaite produire un film dont il serait le héros. Il s'agit d'Opération Dragon, Enter the Dragon en VO, réalisé par Robert Clouse, avec aussi John Saxon, Jim Kelly, Bob Wall et Bolo Young. Il s'implique énormément dans la conception de ce film, car il sent que ce dernier peut lui offrir une carrière de premier plan à l'international. Il participe donc au scénario et règle lui-même toutes les scènes de combat, mais cette abnégation a un prix, et il perd énormément de poids durant le tournage, faisant même plusieurs malaises avant la sortie de ce dernier. Le 20 juillet 1973, il meurt à Hong Kong à l'âge de 32 ans d'un œdème cérébral. Et son décès provoque une onde de choc dans tout le monde asiatique, mais aussi à Hollywood, où de nombreux acteurs étaient ses élèves. Son cercueil sera d'ailleurs porté notamment par les acteurs américains Steve McQueen et James Coburn. Il n'achèvera jamais le tournage du Jeu de la mort. La popularité immense de Bruce Lee et sa mort prématurée engendrent une énorme frustration de la part des fans, qui savent qu'ils ne pourront plus jamais admirer ses talents martiaux dans des films inédits. Mais des producteurs avides et roublards décident très vite d'exploiter jusqu'à la corde
ce filon qui promet d'être particulièrement rentable. Ils affublent alors de pseudo-sosies, de noms très proches de la star, pour leurrer les aficionados peu regardants. On a ainsi vu fleurir les Bruce Lee avec un I, Bruce Lee avec un E, Bruce Lee, Bronson Lee, Brute Lee, Dragon Lee, j'en passe et des meilleurs. De plus, de nombreux films d'arts martiaux, pour la plupart fauchés et sans talent, choisissent des titres qui portent eux aussi à confusion en étant très proches de ceux de Bruce Lee, ou en contenant dragon dans le titre, comme Re-Enter the Dragon, Enter the Three Dragons, ou en contenant le prénom Bruce, comme Return of Bruce, Bruce Fist of Vengeance, etc. Mais le comble du cynisme est atteint lorsque Raymond Cho et la Golden Harvest décident d'utiliser les scènes du jeu de la mort tourné par Bruce Lee en 1972 pour en faire le véritable chant du cygne de l'acteur, où on le verrait lui et personne d'autre une dernière fois dans ses œuvres. Sauf qu'au lieu d'utiliser un maximum de scènes tournées par le Petit Dragon et de compléter les passages manquants avec des doublures, et cela ne manquait pas, ou même en réécrivant très légèrement le scénario pour que le film atteigne la durée standard d'1h30 sans être handicapé par l'absence de la star, ils ont préféré opter pour l'impensable et ont totalement réinventé le script en ne gardant qu'une dizaine de minutes tournées par Bruce Lee lui-même. C'est Robert Klaus, le réalisateur d'Opération Dragon, qui dirige le film mais signe aussi le scénario de cette mascarade indigente, indigne et surtout particulièrement irrespectueuse des spectateurs et du travail accompli par Bruce Lee sur ce film en 1972. Ce long métrage bricolé façon Frankenstein qui voit des images repiquées de films de Bruce comme La Fureur du Dragon ou La Fureur de Vaincre mêlées à de nouvelles prises de vue avec plusieurs sosies et cascadeurs dont le NBAO auquel j'ai consacré une des premières vidéos de la chaîne, des collages grossiers du visage de la star, des scènes entièrement nouvelles où le personnage soi-disant interprété par Bruce Lee est dissimulé derrière de grosses lunettes noires ou des barbes postiches. Et enfin les véritables scènes tournées en 1972 dont il ne reste qu'un échantillon famélique. Du pur gâchis. Ce film, dont les seuls points forts sont la musique de John Barry et le générique de début très James Bondien qui reprend certaines des plus belles scènes de ces films sur fond de casino, ce qui est cohérent avec le titre du film qui comporte le mot jeu mais absolument pas avec l'intrigue ni du film de 72 ni de celui de 78. Notons aussi quelques combats efficaces, principalement grâce à Sammo Hung, le chorégraphe des combats qui fait même une apparition. Pour le reste, c'est une honte absolue. En effet, dans ce film, une star qu'on essaie de nous faire passer pour Bruce Lee subit des pressions financières de la part des triades, la mafia chinoise. Ils attentent même plusieurs fois à sa vie et lors d'une scène, il est touché par une balle à la tête. Laissé pour mort et même enterré, les producteurs du film iront jusqu'à utiliser de vraies images de son enterrement. On touche le fond. Billy Lo, le nom du personnage, subit plusieurs opérations de chirurgie esthétique, ce qui est très pratique pour justifier qu'il ne ressemble pas totalement à Bruce Lee et entreprend de se venger en se grimant, ce qui est tout aussi pratique pour dissimuler un visage qui révèle à coup sûr la supercherie. Ce film est une honte absolue, particulièrement cynique, qui ne recule devant aucun artifice ni aucune bassesse pour attirer le spectateur en lui promettant du Bruce Lee alors qu'il n'en montre au final qu'une dizaine de minutes. Pourtant, le matériel tourné par Bruce Lee en 1972 était plus qu'abondant, et si le tournage du film est demeuré inachevé, il n'en reste pas moins une très grande quantité d'images qui pouvaient être exploitées telles quelles. Ce dernier a été tourné entre août 1972 et octobre de la même année, et le scénario est on ne peut plus simple. Haïtienne, incarnée bien évidemment par Bruce Lee, est engagée par la mafia en compagnie de 4 autres personnes pour récupérer un trésor volé qui se trouve au dernier étage d'une pagode située en Corée du Sud. Les armes à feu étant strictement interdites dans le village, ils devront se battre pour dérober l'objet tant convoité. D'ailleurs, ils ont été choisis pour ça, car ce sont des combattants chevronnés. Notamment le personnage incarné par Bruce Lee, qui est un champion invaincu, en retraite à ce moment-là, et dont les jeunes frères et sœurs ont été enlevés pour le forcer à participer à cette mission à haut risque. On assiste tout d'abord à une réunion où les commanditaires expliquent la mission et montrent des images de reconnaissance des lieux. C'est là que nous faisons connaissance avec ceux qui seront les complices de Bruce Lee, notamment James Tien et Chie Wan. La pagode est gardée par des karatékas et après les avoir éliminés, l'équipe de Bruce Lee, qui porte une combinaison jaune à rayures noires parce qu'elle est pratique, confortable et ne définit aucun style précis d'art martial, progresse à l'intérieur de la pagode pour atteindre son sommet.
mais chaque étage est gardé par un maître en arts martiaux chargé de les empêcher de monter davantage. Le premier étage est gardé par l'acteur Wang Isik, ceinture noire 10e degré d'Apkido, le plus haut grade de cette discipline, mais il n'a pas pu tourner ses scènes. Dans le scénario qui n'avait pas été parfaitement défini par Bruce Lee, il était expert en coups de pied et devait tuer un premier complice avant de succomber. Le deuxième étage est gardé par Taki Kimura, qui lui aussi n'a pas pu tourner ses scènes. Il était l'élève et l'ami proche de Bruce Lee. Son style est un mélange de Wing Chun et de Kung Fu style menthe religieuse, et il devait tuer un deuxième complice. C'est à partir du troisième étage que Bruce Lee a tourné les scènes correspondantes et il en reste de nombreuses images. Le gardien en est Dan Innocento, maître du karaté Kempo, de l'escrime philippine et expert en nunchaku. Son trône est pourvu d'une peau de tigre. Ce sera donc un combat bestial. Haïtienne l'affronte après qu'il se soit révélé supérieur à un de ses complices. Le personnage de Bruce Lee le combat tout d'abord avec un bambou effilé qui lui sert de fleuret, tandis que le gardien possède lui 2 bâtons. Puis il nous dévoile ses talents incomparables au nunchaku, arme avec lequel il étrangle son adversaire. Les 3 complices montent alors à l'étage supérieur. Le 4e étage est gardé par un maître en Apkido, incarné par Jihan-jae. Ce dernier porte un kimono blanc au liseré d'or et les attend dans un lit surmonté d'un bas-relief représentant des fleurs et un dragon, l'alliance de la beauté et de la dangerosité. Il combat tout d'abord un complice de Bruce Lee et se révèle lui aussi supérieur, forçant le champion à le combattre lui-même. Après l'avoir épuisé, Haïtienne lui brise le dos. Mais les 2 derniers complices qui étaient montés au 5e étage afin d'affronter le dernier maître pour gagner du temps sont éliminés par celui-ci. C'est un combattant noir qui porte une sorte de djellaba bleu, un short blanc et des lunettes de soleil. Il surplombe littéralement ses adversaires puisqu'il mesure 2,20 m et il est incarné par Karim Abdul-Jabbar, basketteur de la NBA pratiquant les arts martiaux, reconverti plus tard en acteur. Approche-toi, tu verras mieux. Il a notamment joué dans la comédie des Zucker Abraham Zucker, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et il était élève de Bruce Lee. Le combat est très compliqué contre ses adversaires qui mesurent 50 cm de plus que lui. Mais le personnage de Bruce découvre par hasard le point faible de ce dernier, une extrême photosensibilité. Ce qui explique les lunettes fumées, mais aussi pourquoi la pièce dont les fenêtres ont été masquées par du film opaque est plongée dans la pénombre. Bruce se sert alors de la lumière pour prendre l'ascendant sur lui et réussit à l'étrangler. Sa mission achevée, il redescend les 5 étages, passant devant tous ceux qu'il a vaincus, tous les styles de combat dont il a triomphé et ressort de la pagode épuisé. Voilà le jeu de la mort tel qu'il aurait dû être et surtout tel qu'il aurait dû passer à la postérité, achevant de faire de son initiateur, scénariste, réalisateur, chorégraphe et protagoniste principal la star mondiale qu'il est par la suite devenu, mais malheureusement à titre posthume. Le film, tel qu'il est sorti en 1978, est devenu culte, mais principalement pour des éléments tournés par Bruce Lee en 1972. La mythique combinaison jaune et l'hallucinant combat contre Karim Abdul-Jabbar, notamment. Tous deux, maintes fois copiés, cités, mais aussi parodiés, ce qui est la preuve de leur aura définitivement culte. Et jamais ce travail n'aurait dû être sali d'une telle manière, mais c'était sans compter sur l'avidité détestable de producteurs que l'appât du gain a poussé à rejeter les 3/4 des images d'un film qui avait tout pour devenir un chef-d'œuvre. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur le jeu de la mort version 1972. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.